Bienvenue sur le podcast Les Roses d'Athéna, l'espace des jeunes femmes proactives et résilientes face au cancer du sein. Si vous faites face au crabe, je vous offre 2 programmes. D'abord le programme Power pour surmonter la phase de traitement. Ensuite le programme Phoenix pour l'après-cancer. Pour les recevoir, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette page ou dans la description. Restez déterminés. Ensemble, nous sommes plus fortes. Bonjour tout le monde. Connaissez-vous la médecine intégrative ? Figurez-vous qu'en termes de résilience face à la maladie, cette approche médicale novatrice peut faire toute la différence. Aujourd'hui, nous en parlerons avec un expert en la matière, le Dr Alain Toledano, cancérologue, radiothérapeute au Centre Hartmann et directeur de la chaire Santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers. Le Dr Toledano est également président de l'Institut Raphaël, premier centre européen de médecine intégrative. Dans notre échange, ce médecin passionné et reconnu pour son humanité et sa bienveillance partagera avec vous des conseils précieux pour prendre soin de votre santé. Il vous fera aussi découvrir l'approche globale et innovante de l'Institut Raphaël pour accompagner les patients atteints de cancer. Alors préparez-vous à découvrir de nouvelles perspectives pour votre bien-être. Avant de commencer, si vous êtes comme moi passionné par les innovations technologiques appliquées à la santé, alors ne manquez pas le salon Made in Tech qui a lieu ce 13 et 14 mars à Paris. Pour en savoir plus, je vous mets un lien en bas de cette page ou dans la description. À cet égard, le Dr Toledano interviendra lors de plusieurs conférences de ce salon. Désormais, êtes-vous prête à découvrir cette nouvelle approche de la médecine centrée sur l'humain ? Alors c'est parti. Bonjour Dr Toledano. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Et ma première question est, pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Quel est votre moteur ? Écoutez, par plaisir, hein. C'est la première réponse qui me vient à l'esprit. Et par devoir, et ça c'est la seconde. Et en fait, quand on s'engage en médecine, c'est pour soulager les patients, prévenir des maladies, les traiter quand elles sont là. Et bien sûr qu'on peut le faire de différentes manières, avec des médicaments, mais aussi avec des mots. Donc moi, j'ai organisé effectivement ma médecine à travers une activité de cancérologie, d'une part, où je prescris de la radiothérapie, de la chimiothérapie, enfin tout un tas de médicaments, et d'autre part, en essayant d'organiser des parcours santé pour traiter les personnes de façon globale. Oui, et vous le faites par le biais de l'Institut Raphaël, la maison de l'après-cancer. Pourriez-vous présenter aux auditrices de façon plus précise ce qu'est l'Institut Raphaël ? Oui, alors Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Ouais. Et en fait, dans cet institut, on va cohabiter les acteurs de soins médicaux et paramédicaux, sophrologues, sexologues, nutrition, psychologues, acupuncture. Donc, il y a 80 soignants de 30 disciplines qui travaillent ensemble, main dans la main. Et à l'Institut, on va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés et qui vont être orientés vers la nutrition, vers les émotions, vers l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Et à l'Institut Raphaël, on offre ces parcours gratuitement à chaque patient et on les évalue. On a pu offrir en 3 ans et demi maintenant 48 000 soins évalués à près de 2900 nouveaux patients, et pour démontrer finalement qu'en s'occupant des gens globalement, c'est mieux que si on s'occupait que de leur maladie. Et donc notre objectif, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Oui, c'est donc là la définition même de la médecine intégrative, n'est-ce pas ? Alors, il y a plusieurs dimensions dans l'action d'intégrative. On va s'arrêter un peu sur ce mot intégratif. Oui. C'est qu'on a assez tendance en général dans tous les mondes professionnels et même dans le monde animal en général à différencier. On devient des experts. Donc on érige des cloisons entre les uns et les autres. Et on a besoin de ces expertises, en médecine aussi, hein. La médecine spécialisée, comme son nom l'indique, elle a besoin d'être spécialisée et donc de cette différenciation. Néanmoins, on pense que le système de santé perd lorsqu'on n'a pas créé des relations, une cohérence entre les uns et les autres, lorsqu'on n'a pas fait la synthèse. Donc, contre ce mouvement de la différenciation, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement de l'intégration. Le mouvement intégratif, c'est un mouvement actif qui va consister à connecter dans un ensemble chacune des expertises. Donc l'intégration des expertises, l'intégration de chaque métier, de chaque nouveau métier, et l'intégration de dimensions de cette santé, puisque au-delà de la médecine, c'est la santé dont on parle. Une santé qui n'est pas que l'absence de maladie, mais qui va se composer de la santé psychologique, bien sûr, la santé émotionnelle, la santé sociale, la santé sexuelle, la santé environnementale.
Donc une vision globale de la santé, le mouvement d'intégration, et c'est ce qui donne la santé intégrative. Et si vous la déclinez, quand vous exercez votre médecine et que vous articulez finalement toutes ces dimensions, ce sera de la médecine intégrative, de l'oncologie intégrative. Donc c'est une manière d'exercer, c'est un processus mental, c'est une manière de se comporter. Oui, c'est une philosophie telle que vous le dites dans votre manifeste sur le site de l'Institut Raphaël. Oui, bien sûr, c'est une philosophie au même titre qu'il existe une philosophie du care, du prendre soin, qui est devenue aussi une éthique du care. On a une disponibilité relationnelle, une responsabilité émotionnelle, une altérité affichée. Hein, donc, c'est une manière de vivre ensemble. Donc oui, c'est une philosophie et une éthique. Une manière de vivre ensemble et d'emblée, j'ai envie de vous interroger sur la relation patient-soignant parce qu'en effet, il y a cette interaction, cette coexistence de ces 2 acteurs qui, souvent, ont plutôt l'air de se faire face que de travailler ensemble du même côté. J'ai eu vent de beaucoup de personnes dans mon audience, de la difficulté à communiquer avec leur oncologue, cette difficulté à se comprendre mutuellement. Qui du patient qui est dans cette peur, hein, de ce cancer, cette peur pour sa vie, de ce qui va lui arriver et de l'autre côté, un médecin qui peut parfois ressentir ce besoin de se protéger de toute cette souffrance et vous avez ce positionnement, très empathique avec vos patients qui est remarquable et qui est remarqué par beaucoup de personnes de mon audience. Quels conseils donneriez-vous justement pour qu'il y ait davantage, un travailler ensemble plutôt que travailler de part et d'autre? Oui, oui, bien sûr. Alors la question du cadre thérapeutique se pose. Donc le cadre dans lequel se rencontre un médecin, généraliste, spécialiste et le patient, c'est un cadre souvent contraint et qui est contraint en termes de temps. Oui. Donc c'est vrai que charge à nous, ce n'est ni le patient ni le médecin la plupart du temps qui sont responsables de cela. Mais charge à nous d'organiser des temps d'échange, des temps d'écoute. Ensuite, il y a des choses moins contraintes, c'est la présence. Il faut prendre conscience que c'est important d'être présent au moment où on est en face de l'autre, Ouais. de porter attention à ce qu'il dit, d'avoir une intention de lui venir en aide. Donc, il y a forcément une relation asymétrique, puisqu'on a un patient avec des plaintes, avec des symptômes, avec une maladie, qui doit déposer beaucoup plus que le médecin qui est un soignant en face, qui doit avoir une posture de soignant, Absolument. qui certes cherche naturellement à se protéger pour ne pas, comment dire, aspirer la souffrance de toutes les personnes qu'il rencontre. Néanmoins, par empathie, et c'est bien normal, on attend aussi de lui qu'il s'investisse et qu'il s'engage dans cette relation. Donc en fait, l'idée, c'est de construire un cadre propice à l'écoute, à la présence et à la prise en charge et à la considération de toutes les attentes qui sont importantes et nombreuses et heureusement de chaque patient. Maintenant, si vous avez des médecins qui offrent des médicaments sur un temps limité pour des patients qui ont besoin de beaucoup plus sur un temps plus long, il y a une discordance et un décalage entre la demande des uns et l'offre des autres. Et donc, à une échelle de système de soins, on a vraiment besoin d'organiser une autre manière de prendre en charge. Le cancer, c'est un exemple, mais les maladies chroniques, c'en est un autre. Vous savez qu'aujourd'hui en France, sur les 400 millions de consultations médicales par an, 50%, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques, qu'elles méritent d'être gérées différemment que par la prescription médicamenteuse, médicaments qui nous servent, qui ne peuvent pas tout régler. Pour information, on jette une boîte sur deux à la poubelle. Chaque année, on jette 7 milliards d'euros par an. 7 Donc la 000. solution, ouais, 7 milliards. Donc ce n'est pas la solution à tout. Bien sûr qu'il y a des interventions thérapeutiques non médicamenteuses. Pour cela, il faut les construire, les co-construire, définir des objectifs, organiser des parcours pour que chaque patient fragilisé par une maladie chronique puisse retrouver des équilibres, mobiliser ses propres ressources, acquérir des nouveaux outils pour aller chercher une autre stabilité que la maladie est venue souvent bafouer. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce que vous offrez dans le cadre de l'Institut Raphaël, hein. Vous apprenez finalement aux patients, donc de façon globale, dans votre équipe pluridisciplinaire, à se prendre en charge pour le pendant d'ailleurs, pas seulement l'après-cancer, parce que c'est la maison de l'après-cancer, mais c'est aussi pendant le traitement. Et vous leur apprenez finalement à être acteurs de leur vie dans le cadre de cette maladie cancer. Et j'aimerais savoir, puisque vous parlez de vos résultats significatifs dans le maintien du bien-être des personnes qui ont le cancer, quels sont vos résultats justement? Vous donnez des chiffres et vous pouvez nous les rappeler? Oui, bien sûr, bien sûr. L'idée, effectivement, c'est qu'il y ait des parcours simples et des parcours complexes. Donc souvent, quelqu'un qui est traumatisé par l'annonce d'un cancer, comme un autre diagnostic, s'il a été exposé à un précédent traumatisme, il va à nouveau
être perturbés. Ouais. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des diagnostics qu'ils assument bien et d'autres qui ont des diagnostics qu'ils assument mal parce qu'ils ont eu une antériorité, un précédent, une histoire personnelle par rapport à des traumatismes plus anciens. Donc, effectivement, en accompagnant simplement une grande partie des patients, on diminue de près de 60% le taux de dépression. On diminue de plus de 40% le sentiment d'isolement, l'irritabilité, on améliore de plus de 50% les troubles du sommeil, l'état de fatigue. Donc, il y a tout un tas de symptômes qui minent la vie des gens et qui se traitent de façon pluridisciplinaire, plurifactorielle, pas forcément avec des médicaments, et qui méritent qu'on investisse du temps pour arriver à soulager et à traiter les personnes. Et donc, on ne traite pas uniquement la maladie, on traite des patients. C'est pour cela qu'il faut entendre tous ces symptômes et organiser ces parcours d'accompagnement en santé globale. Oui, parcours d'accompagnement en santé globale. Et justement, ma question est de savoir comment accéder à l'Institut Raphaël. C'est-à-dire que si une auditrice qui nous écoute souhaite bénéficier de ce parcours, comment doit-elle faire? Oui, non, mais d'abord préciser que naturellement, l'Institut Raphaël a des contraintes capacitaires comme un établissement unique. L'idéal serait qu'on arrive à démontrer les bienfaits de ces accompagnements pour que tout le monde puisse y avoir accès de façon solidaire et partout. Donc notre objectif n'est pas forcément quantitatif, il est qualitatif, il est d'apporter des données pour qu'il puisse y avoir, c'est un projet d'intérêt général. Donc bien sûr, on prend en charge des patients du secteur, mais également des patients qui viennent d'ailleurs sur demande. On a un site internet et les demandes sont étudiées, puis on intègre des patients qui viennent de partout. Mais au-delà de l'Institut, c'est ce qui symbolise et ce qui représente, c'est-à-dire d'évaluer ces accompagnements pour essaimer ces valeurs, pour démontrer le bienfait de ces accompagnements, parce qu'aujourd'hui, on a des soignants qui sont venus de partout, Nice, Marseille, Tourcoing, Lille, Bayonne, Guadeloupe. Et en fait, il y a plein d'équipes organisées, pluridisciplinaires, même on dit transdisciplinaires, qui travaillent ensemble, qui créent de la valeur et qui sont prêtes, mais il manque de financiarisation. Il faut qu'on crée de la valeur à ces accompagnements pour qu'on puisse les proposer partout et bien démontrer le bénéfice. Donc notre travail aujourd'hui n'est pas qu'être un centre de soins, c'est un centre de soins, de recherche, d'enseignement, de formation. Oui, oui, en effet. Donc, que chacun des professionnels qui intègrent l'Institut Raphaël puisse justement essaimer cette philosophie de médecine intégrative et pouvoir l'appliquer dans d'autres structures, le cas échéant. C'est vraiment une nouvelle philosophie du système de santé qui est très hospitalo-centrée, hein. Là, pour le coup, c'est une façon d'appréhender tant le malade de façon globale, mais d'apprendre aux professionnels à penser autrement le malade et le voir comme un individu qui peut être acteur de ses soins et accompagné dans un contexte global. Ouais, exactement. En fait, c'est vrai que derrière le mot santé, on met souvent hôpital, on met souvent maladie, Ouais, alors qu'il y a une vie avant-après l'hôpital. bien sûr. L'idée, c'est même de décloisonner. Ouais. Alors, les réseaux de ville, qu'ils soient médicaux, mais également paramédicaux, s'organisent pour arriver à équilibrer la vie de chacun, à faire de la prévention. Vous savez que 40% des cancers sont évitables Ouais. et 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables si on s'occupe du tabac, de l'alcool, de la sédentarité, du surpoids. Et on a moins de 3% de nos budgets qui sont alloués à la prévention. Donc tout le travail, que ce soit sur le burn-out ou l'exposition aux facteurs qu'on appelle carcinogènes, c'est un travail de fond qui fait partie intégrante des problématiques en santé et qui ne concerne que partiellement l'hôpital. Donc la cohésion de territoire, l'organisation du travail ensemble, la mise en place de réseaux de soins, la définition d'objectifs, la création de parcours, pas uniquement de parcours de soins, mais de parcours en santé, et la vision en santé globale, l'intégration des différents acteurs de toutes ces dimensions de la santé. Donc voilà ces enjeux multiples qui doivent se greffer à nos nouveaux projets en santé. Oui, cette approche interroge sur notre système de santé dans sa globalité, notamment sur le plan médico-économique. Il y a un sujet que je souhaite aborder, c'est celui des effets secondaires des traitements anticancers sur l'intégrité corporelle. Certes, les traitements anticancéreux, fort heureusement, sauvent des vies, mais leurs effets sur le corps peuvent être traumatisants pour certaines femmes. Perte des cheveux, prise de poids, et parfois la nécessité de retirer un, voire même les deux seins. Euh, le rapport au corps est mis à rude épreuve, et le regard des autres peut être également difficile à assumer. Et dans votre parcours, vous avez pris en compte cette problématique fondamentale en fondant une formation d'onco-esthétique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Et nous, on pensait effectivement que chacune des esthéticiennes, même en ville, devait avoir ces notions
parce qu'en fait, je vous raconte l'histoire, on avait une dame de 40 ans qui avait un cancer du sein et qui avait perdu ses cheveux, ses sourcils, son sein, puis elle avait pris du poids et elle avait 2 enfants et son mari lui a offert un spa. Elle était très contente. Puis 3 semaines après, pour la prochaine chimiothérapie, quand on l'a revue en consultation, elle lui a dit: «Mais c'était bien, ça s'est bien passé?» Et là, elle a pleuré. Elle a dit: «Finalement, quand j'ai défait mon peignoir, l'esthéticienne a vu la cicatrice, elle a dit: "Ah non, je ne peux pas vous toucher, il faut que je demande à mon patron"». Et la patiente s'est sentie un peu pestiférée. On dit, en fait, l'esthéticienne n'était pas malveillante, elle était juste pas formée, elle avait peur de faire des bêtises, elle ne savait pas. Et donc, on a commencé à monter une association pour aller en ville, former les esthéticiennes et arriver à faire en sorte que la féminité et l'image de soi soient mis au centre du système, parce que la féminité, c'est ce qui va faire qu'on va avoir de l'assurance, du bien-être, ce qui va faire qu'on va travailler ou pas, qu'on va avoir une vie sociale, qu'on va assumer ses tâches dans sa famille, dans son milieu. C'est ce qui va faire qu'on va avoir ses énergies, de la résilience pour arriver à combattre une maladie, à tolérer les traitements. Donc, en fait, l'image de soi, c'est fondamental. C'est fondamental aussi pour le retour à l'emploi. Vous savez qu'il y a une personne sur 3 qui quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. Ouais. Cette oncoféminité au centre d'histoires qu'il faut raconter, les actrices, ça va être tout le monde, et notamment ces esthéticiennes. Et donc, on a fabriqué une formation en onco-esthétique qui a très bien marché avec des équipes géniales de femmes qui sont, parce qu'en général, c'est des femmes, il y a des hommes, qui sont montées en compétences, qui connaissent les problématiques de l'oncologie, les temps, parce qu'au début, quand une patiente est dans le déni, dans la révolte, dans l'acceptation, on ne va pas avoir les mêmes manières de travailler. Là, nos esthéticiennes, elles sont en train de publier un travail sur les différentes stratégies d'accompagnement en fonction des mécanismes de défense des patients. Ah, c'est passionnant. Exactement. Donc, elles ont changé leur manière de travailler parce qu'elles ont acquis des expertises en oncologie, qu'elles travaillent avec des psychologues, avec des sociologues, et donc elles ont pu étudier de façon qualitative les différentes approches chez leurs patients. Ah ouais, en effet. Donc là, c'est ultra spécialisé au niveau de la prise en charge de patientes éprouvées par les effets secondaires des traitements liés au cancer. Et vous avez de tels professionnels à l'Institut Raphaël? Oui, oui, oui. Ouais, Exactement. Les onco-esthéticiennes, bien sûr, les oncopsychologues. Alors, c'est vrai qu'en fait, on va pas. L'esthéticienne, elle s'est formée à l'esthétique. Hein, moi, sur les soins des mains, du visage, l'accompagnement de la dermocosméto, etc. C'est vrai que je n'ai pas d'expertise propre, mais nos onco-esthéticiennes, elles ont cette expertise, mais en plus, le parcours cancérologie, les différentes approches, les différentes phases de la maladie, les spécificités d'un parcours en cancérologie, les temps. C'est vrai qu'en première phase de chimiothérapie avec ses peurs, c'est pas pareil qu'en post-chimiothérapie ou en radiothérapie. Dans nos appréhensions, la peau n'est pas la même, ouais. les conseils ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il y a cette expertise, je dirais, de toutes les séquences thérapeutiques et même de l'après-cancer. Parfois, notre entourage se dit, ben, tiens, il n'y a plus rien, je suis plus malade, mais on se sent malade. C'est souffrance invisible qu'il faut apprendre à gérer. Et donc, les professionnels, avec leurs mots, avec leur écoute, avec leur manière, savent appréhender tout cela. Absolument. Je voulais qu'on parle désormais de l'espoir en cancérologie, puisque à partir du moment où une personne reçoit le diagnostic de cancer, forcément sa vie bascule, forcément l'idée de mort est là. Beaucoup de patientes ont ce réflexe d'aller sur Google, de rechercher des témoignages de personnes qui s'en sont sorties, si son cancer, cette forme de cancer est grave ou non. Donc la recherche d'espoir est un premier réflexe. Dans une interview, vous disiez, je cite, il faut ouvrir les portes de l'espoir, qui est un vrai sujet de la cancérologie moderne. Ne pas assombrir le tableau. Permettre à chacun de se projeter, de ne pas sacrifier son futur à un présent qui est plus triste et plus difficile à supporter. Est-ce que vous pourriez aller plus loin sur cette citation? Qu'en fait, euh, on sacrifie naturellement ce présent et on s'empêche de le vivre parce qu'on ne pense pas son futur. Et on va chercher à savoir ce que sera demain. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas le quotidien par la peur de ce qui va se passer. Et donc, si on ne leur fait pas entrevoir un projet de vie, même avec les incertitudes qu'on doit apprendre à gérer, eh bien, ils continueront à être dépossédés d'eux-mêmes, à ne pas vivre le moment présent, à ne pas profiter du quotidien. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est qu'on a tout un tas de raisons de donner de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, on voit bien qu'avec les nouveaux traitements, les médicaments, toutes ces inconnues, l'incertitude, c'est pour le patient, mais c'est aussi pour le soignant. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a des patients polymétastatiques avec plusieurs métastases, avec des maladies que le corps apprend à gérer.
qui soit deviennent chroniques, soit pour certains guérissent. Alors bien sûr, on n'est pas en train de faire des statistiques, mais à partir du moment où ça existe pour chaque patient, pourquoi il ne jouerait pas pleinement cet espoir? Et donc, arriver à redonner l'espoir, c'est un vrai sujet en cancérologie, c'est un sujet obligatoire si on ne veut pas tuer les gens avant l'heure, juste avec des mots, parce qu'on peut tuer avec des mots. Oui, absolument. On peut tout à fait tuer avec les mots et on peut tout à fait rendre la vie avec des mots. On peut tout à fait donner de l'espoir avec des mots. Et justement, vous, auriez-vous 3 conseils que vous partageriez avec les personnes qui en ce moment nous écoutent et font face au cancer du sein, tant pendant le traitement qu'après le cancer? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, considérer chacun dans sa singularité. C'est-à-dire ne pas croire que ce qui est appliqué ou applicable chez l'un, c'est la même chose chez l'autre. Ouais. Donc, c'est un premier message qui aspire à la personnalisation et de la considération des uns et des autres et des différents traitements. Donc, personnaliser plutôt que standardiser, industrialiser. Je crois que notre système de santé est assez fort pour pouvoir le faire, mais c'est une prise de conscience, c'est un changement de culture. Voilà. La deuxième, c'est de considérer aussi l'inconnu, les énergies, parce qu'on est aussi, c'est une réalité même physique, on est aussi énergie. Donc, à partir du moment où on essaye de tout scientifiser, de tout rationaliser, on passe à côté d'une partie de nous-mêmes, mais tout simplement pas parce qu'elle n'existe pas, parce qu'on ne sait pas la raconter. Donc, prendre en considération notre être énergétique, notre être spirituel, voilà, quelles que soient nos croyances, et même on peut être spirituel et laïque, mais arriver à considérer toutes les dimensions de chacun. Et enfin, ne pas se focaliser que sur la maladie, parce que la maladie, elle vient à un moment donné perturber des équilibres de vie ou accentuer des déséquilibres de vie qui s'étaient installés. Donc la vision nouvelle d'intégration et de considération d'une santé globale, ça doit être beaucoup plus, je dirais, que subsidiaire. Il faut recentrer autour de cela, passer d'une assurance maladie à une assurance santé, passer d'un parcours de soins à un parcours de santé, arriver à sortir de l'hôpital, à considérer ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, puis intégrer tous ces acteurs. L'onco-esthéticienne, on en a parlé, mais la psychologue, la naturopathe, la sophrologue, les professeurs d'activité physique adaptée, les ergothérapeutes, enfin toutes ces dynamiques d'accompagnement, l'ostéopathe qui donne du temps, de l'énergie et qui mérite pleinement d'être intégré à un parcours à condition que ce parcours soit cohérent et que les uns et les autres se parlent. Le patient ne doit pas être découpé en rondelles et aller s'auto-construire ses propres conseils et son propre parcours. C'est aux professionnels de travailler ensemble main dans la main pour avoir le discours juste, pour parler, pour définir les objectifs et pour accompagner au mieux. Oui, absolument. Et auriez-vous, un conseil pratique pour aider nos auditrices à gérer l'incertitude après les traitements? Puisque, outre le sentiment d'abandon, hein, qui peut être ressenti par beaucoup, il y a également la gestion de la peur de la récidive. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement? La plupart des peurs, alors une partie de la peur, c'est dû à l'inconnu. Donc on ne lèvera pas toutes les inconnues. Mais la manière d'accepter les choses, c'est la représentation mentale. C'est-à-dire que souvent, on a peur de mourir ou peur de souffrir, mais c'est comme si on se prépare au scénario catastrophe pour que notre cerveau, au cas où, soit disposé à faire face. Alors qu'en fait, il existe d'autres scénarios. Donc, mentaliser des scénarios positifs sur des temps dédiés. Apprendre physiquement à se relâcher, à respirer. Apprendre raisonnablement sur sa maladie, finalement, qu'il y a des scénarios différents. Ce n'est pas la première ligne de l'espace Google qui va vous écrire votre histoire qui n'est pas écrite. Clairement. Donc, arriver à s'ancrer au présent, faire un travail aussi raisonnable que passionnel sur les sentiments et le cadre sentimental que sur la relaxation avec les techniques psychocorporelles. Ouais. Arriver à intégrer cette incertitude en travaillant sur vos énergies. Donc voilà, tout ça, c'est une manière d'accompagner qui fait, c'est tangible, que certains se sentent bien et certains ne se sentent pas bien. Et c'est vraiment ce bien-être et cette vitalité qui va faire la différence souvent entre des patients qui vont vivre plus longtemps et qui vont se sentir mieux et d'autres qui vont eux-mêmes être dans une spirale, dans un cercle vicieux et qui, dès qu'ils sont malades, ne peuvent plus se sortir de ce cercle vicieux. Ce que vous dites me parle, je parle d'accepter cette incertitude, hein, notamment par le biais de pratiques
de la méditation de pleine conscience, puisque là, ça va forcément vous parler, étant donné qu'il s'agit d'accepter cette incertitude, d'accepter ces mentalisations négatives, donc ces pensées anticipatoires, vraiment de les prendre comme si on les avait choisies, hein. Donc là, c'est fort, parce que les auditrices qui vont m'entendre vont certainement penser, je ne peux pas accepter cela, parce que accepter signifierait ne rien faire et se résigner. Or, ce n'est pas le cas. Lorsque l'on accepte les choses telles qu'elles sont, notamment l'incertitude, la peur de la récidive, il s'agit de prendre ça, mais sans y ajouter de négativité et du coup prendre les choses telles qu'elles sont, savoir que c'est possible, mais pas forcément le cas définitif et absolu. Oui, alors bien sûr, accepter l'incertitude, c'est pas être d'accord avec le fait que l'incertitude se soit invitée dans mon esprit. On peut accepter quelque chose qu'on n'a pas choisi. On n'est pas obligé d'accepter que des choses qu'on a choisies. Donc, arriver aussi à déculpabiliser. Il y a un travail sur la culpabilité. Vous savez, quand les gens sont malades, souvent, ils nous disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors, avant, ça voulait dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Parce que la maladie, c'était vécu comme une punition divine pour expier ses fautes. Maintenant, quand les gens disent « Qu'est-ce que j'ai fait ?» il faut absolument qu'ils trouvent quelque chose qu'ils n'ont pas fait bien pour rectifier ce qu'ils n'ont pas fait de bien. Parce que pour eux, ce n'est pas possible. J'ai bien vécu, j'ai bien mangé. Donc, ils cherchent en contrepartie comment je devrais manger, bio, vegan, cétogène, sans sucre, à jeûner. Parce qu'il y a une influence directe qu'on peut avoir sur son alimentation. Et le reste, ils ne voient pas. En fait, arriver à déculpabiliser, accepter l'incertitude, c'est notre condition humaine. Donc, il y a un travail personnel, philosophique, mental. Mais il y a une manière d'accepter sur le plan corporel, sur le plan émotionnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en balançant un diagnostic et une ordonnance qu'on acceptera mieux. Il va falloir donner du temps et accompagner les uns les autres. C'est une image de coaching, qu'une infirmière spécialisée comme n'importe quel soignant paramédical puisse arriver à donner de son temps, à être présent, à accompagner, à donner des outils, à reformuler. Il y a des pans de la psychologie qui sont de la psychologie positive, arriver à mettre en perspective avec d'autres histoires de gens qui guérissent, qui sont dans la même situation que vous. Il n'y a pas que les gens qui guérissent pas, il n'y a pas que la mort. C'est pas parce que la mort se rappelle à nous à certains moments de la vie qu'on est mort. Au contraire, on est vivant en train de s'en soucier. Donc, c'est toute une part d'énergétique, de psychologique, d'émotionnel, de rapport à l'autre, donc de social. Donc, on voit bien que ça fait appel à des notions de santé et que c'est au-delà de la gestion de la maladie, des traitements et des médicaments. C'est-à-dire que c'est inviter autre chose, un déséquilibre global. Et donc, il faut le traiter de façon globale et pas uniquement comme on traite une maladie. Oui, absolument, de façon sociétale et philosophique, hein. C'est vraiment un état d'esprit. Nous arrivons au terme de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'Institut Raphaël? Et à l'Institut Raphaël, on peut lui souhaiter de continuer sa mission, qui est une mission sociale et solidaire, puisqu'on offre gratuitement les soins aux patients pour les évaluer et que ces évaluations servent à d'autres. Ouais. Donc, nous souhaiter la pérennité, en attendant que la solidarité puisse accompagner cet institut comme les autres, bien sûr, qui se créeront. Donc, la pérennité, puis de continuer son travail, ça me paraît être les souhaits les plus adaptés. Absolument, et cette médecine intégrative qui est finalement l'avenir de la médecine, c'est l'avenir. On l'espère en tout cas, parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas continuer à faire du tout curatif. Non. Il faut arriver à ce que chaque dimension soit prise en compte. D'abord, sur le plan médico-économique, c'est indispensable. Puis en plus, sur le plan philosophique, c'est la manière avec laquelle on doit écrire notre héritage à laisser. Oui, et exercer l'art de la médecine comme ça, de façon globale et pluridisciplinaire. Ouais, c'est passionnant. Eh bien, merci infiniment, Alain Toledano. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet échange inspirant avec le docteur Alain Toledano vous a plu. Au-delà de son expertise, vous avez certainement perçu son humanité et sa bienveillance à l'égard des patients. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Institut Raphaël, je vous mets un lien en bas de cette page ou dans la description. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les nouvelles technologies appliquées à la santé, ne manquez pas le salon Made in Tech dont le Dr Toledano est président du comité scientifique et où il participera à des conférences lors des 13 et 14 mars. Je vous mets également un lien en bas de cette page ou dans la description. En ce qui me concerne, j'y serai. Et qui sait, chers auditeurs et auditrices, peut-être qu'on s'y croisera. Si vous faites face au crabe, je vous offre 2 programmes. D'abord le programme Power, pour surmonter la phase de traitement. Ensuite le programme Phoenix, pour l'après-cancer. Pour les recevoir, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette page ou dans la description. Restez déterminés. Ensemble, nous sommes plus fortes.
À bientôt sur les Roses d'Athéna.